Les rites de l'enfance et la spiritualité d'Ogun. Les moissons étaient terminées depuis longtemps. Les hommes avaient rabattu une à une les tiges à hauteur de visage, avaient coupé l'épi ou la grappe et avaient laissé remonter le support délesté. Les champs n'avaient plus été peuplés que de hautes cannes jaunissantes qui peu à peu étaient tombées sous les couteaux. Par bottes énormes balancées sur les têtes d'hommes, par meules amoncelées sur l'échine des petits ânes qu'elle engloutissait, elle s'en allait dans les ruelles en raclant les torchis, pour s'affaler au milieu des cours et gonfler les fumiers. La courte période était morte où les longues cannes sèches étaient dérobées par les bambins nus qui couraient les villages en brandissant ces lances immenses auxquelles flottaient comme banderoles des feuilles crissant au vent. Ils s'attroupaient à 5 ou 6 et cernaient les chiens dans les impasses pour les rosser. Pendant une bonne semaine, ceux-ci fillaient en rasant les murs dès qu'ils apercevaient au bout des places le plus petit enfant. Ces jeux avaient cessé faute de lance, les piétinements des moutons et des hommes les avaient brisés, intégrés au fumier des cours. Les enfants avaient peu à peu versé dans un autre cycle, celui du guet clandestin pour la chute prématurée des fruits de baobab. Les incirconcis, disait Kogem, ne rêvent que désordre et embarras. Ils voyaient la chose simplement. Pour Tefnacht, l'état de l'enfance était plus complexe. On comprenait, à entendre, la sollicitude inlassable des adultes pour les petits, l'émotion des hommes et des femmes devant ce que certains sociologues ont appelé et invasion de barbares, qui submergent chaque année la société par le moyen des naissances. Les enfants, en effet, sont comme en marge du groupe. Ils ont leur vie à eux, leur sentier, leur matériel, leur troupeau de coléoptères et de sauterelles aux ailes brisées par précaution. Ils connaissent la valeur du fétu, du caillou rond, de la tige de nénuphar comme chalumeau. Étant nus, ils n'ont aucune honte. Le danger les laisse indifférents. Une vétille les terrorise. Ils montrent aussi une mystérieuse inclination pour la mort. Rien n'en n'est fixé, dit Tefnacht. Et il expliqua longuement que comme toute chose, celle-là remontait à l'origine de la création. La règle, dit l'aveugle, pour que tout soit bien, serait d'être deux. La source de tous les désordres est la solitude du chacal, premier-né de Dieu. Mais sa prière n'est pas toujours exaucée. Et c'est pourquoi il a donné 2 âmes à chaque nouveau-né. De fait, il avait toujours semblé étonnant à l'Européen que le nom de l'âme, pour employer un terme de la nomenclature traditionnelle, soit composé d'une répétition du même vocable, kindu kindu, qu'il faudrait traduire par âme. Le nomo, pour un seul être, crée 2 âmes jumelles. Car le nomo assiste à la parturition qui se déroule dans la seconde chambre de la grande maison, entre les 4 poteaux de soutènement. La femme est assise sur un siège bas, ou sur un mortier renversé, 2 matrones laides. L'enfant arrive sur le sol qu'il lui faut toucher de ses 4 membres. Car le nomo a dessiné sur la terre le contour de 2 âmes, 2 silhouettes à forme humaine. La première tracée est femelle, la seconde mâle. Et quand le nouveau-né prend contact, les 2 ânes investissent. Il est seul dans son corps, mais il est 2 dans le spirituel. Sur l'origine de ces âmes, sur le réservoir sans limite ou renouvelé dans lequel puisait le nomo pour ses dons incessants, Tefnacht ne s'expliqua pas. Donc l'enfant arrive au monde nanti de 2 principes de sexe différents et théoriquement il appartient autant à l'un qu'à l'autre, le sexe de sa personne est indifférencié. Pratiquement, la société, par anticipation, lui reconnaît dès l'abord le sexe qu'il porte en apparence. Toutefois, par des détails du symbolisme, l'androgynie spirituelle reste présente. C'est ainsi que la mère, après délivrance, reste recluse durant 4 semaines, de 5 jours. Elle sort ensuite dans le village, le nouveau-né au dos, et durant 3 semaines porte à la main une flèche pour un garçon, un couteau pour une fille, apparemment dans un but de protection contre les dangers visibles et invisibles. Ces 2 périodes de 4 et de 3 semaines ont le chiffre de la femelle et du mâle. Pendant les 4 premières semaines, dit Tefnacht, l'accoucher d'une fille file du coton. Ainsi rappelle-t-elle le travail principal auquel est destinée la future femme qu'elle vient de mettre au monde. L'accoucher d'un garçon file également, mais moins, il s'agit seulement de manifester la solidarité de l'homme tisserand et de la femme fileuse. Fuseau féminin manié dans l'ombre de la chambre,
flèches masculines exhibées dans les ruelles par la mère d'un garçon se rejoignent pour une démonstration de l'origine céleste de l'humanité. Lorsqu'une fille vient au monde, dit Tefnacht, la mère tient son fuseau pour rappeler que le grenier venu des cieux était attaché à un fuseau fiché dans la voûte. Le fil qu'elle tourne est celui qui s'est déroulé dans la descente. Quant à la mère d'un mâle, la flèche qu'elle porte à la main est celle que tenait le forgeron pour se défendre en traversant l'espace. Mais les deux objets ont le même sens, car les flèches du forgeron étaient des fuseaux munis de pointes. Et celle qu'il décocha dans le grenier devint l'axe dont l'édifice lui-même était l'énorme fusaïole. Les gestes et objets dont on entoure la naissance rappellent donc la réorganisation du monde, ils signifient l'intégration du nouveau-né dans le système révélé par le forgeron et par le Nomo septième. Ils sont la manifestation de la nature humaine faite pour le travail. Mais, dit l'Européen, quand la naissance est double ? À cette question immense, convenait une longue réponse. Tefnacht la réserva. On aborderait plus tard le culte fondamental des jumeaux. Pourtant, l'Européen apprit qu'à l'heure venue chacun des jumeaux recevait deux âmes et que les mêmes habitudes étaient observées pour eux que pour les enfants uniques. Cependant, détail important, si la réclusion était de même durée, la sortie, en armes, de la mère était portée à 4 semaines, ce qui faisait 8 semaines avant la reprise de la vie normale. Car 8 est le chiffre de la perfection, comme Tefnacht l'avait déclaré déjà. The narrative explores the significance of childhood within the Dogon culture, igniting a ritual associated with birth, the spiritual duality of existence, and the integration of children into society amid traditional game and societal expectations.